pause aura été courte. Mon intervention va être limitée à 30 minutes. Donc, je vous propose d'aborder dès à présent. J'ai thématique principale, la classification du handicap, les échelles concernant déficience et incapacité, puis complications de décubitus, techniques de rééducation, les adaptations médico-sociales et la particularité de l'enfant. Donc, j'essaierai de répondre éventuellement aux questions qui me seraient posées sur le chat. Et surtout, vous aurez la possibilité de déposer vos questions sur le forum auquel je répondrai dans les 48 heures pour essayer de compléter l'enseignement qui figure sur Moodle, puisque cette année, tous les enseignements ont été numérisés par les différents intervenants de cet enseignement. Donc, je commence. Première diapositive concernant la classification internationale du fonctionnement. Donc, c'est la dernière classification concernant le handicap, avec ces 3 items, déficience, activité, participation, qui apporte de comprendre en termes de définition, puis surtout en termes d'exemple, puisque sur le terme de déficience, ça se rapporte à toute perte de substance ou l'âge du texte et des facteurs socioculturels. Ces 3 paramètres de la classification internationale du fonctionnement sont modulés par 2 types de facteurs, que sont les facteurs environnementaux, qui peuvent être facilitateurs ou freinateurs, et puis les facteurs personnes. Voilà pour la base de la classification du handicap, qui donne l'avenant abordant le handicap, qu'il soit moteur pour les médecins IPR, mais qu'il soit également sensoriel pour les ophtalmos ou pour les ORL, par exemple, très clairement, d'aborder la personne handicapée avec une classification homogène qui est validée par l'OMS sur ces 3 aspects. Donc, c'est le trépied de la classification internationale des fonctionnalités. Cette classification du handicap va s'associer à un certain nombre de thématiques concernant l'évaluation, et l'évaluation porte sur les déficiences et les incapacités. Il n'y a pas en soi-même d'évaluation du handicap, puisqu'il serait totalement inapproprié d'imaginer de comparer un patient sourd à un patient paraplégique, par exemple. Il n'y a pas un score qui permet de différencier les deux. Il y aura par contre pour chaque thématique une évaluation de la gravité éventuellement appréciée en termes de déficience et appréciée en termes d'incapacité. Donc, pour ce qui est des évaluations et déficiences, eh bien, on va aborder ça en fonction de la déficience. Sur la pathologie articulaire, on va apprécier les amplitudes articulaires. Sur la douleur, on aura plusieurs échelles, dont le VA par exemple. Sur la motricité, eh bien, on a le testing moteur du MRC, donc c'est le testing en 5 niveaux de 0 à 5. 0 force normale, 0 absence de commande motrice et 5 commandes motrices normales. Et puis sur le plan cognitif, on a un certain nombre d'échelles. Le Mini Mental State Evaluation qui est classique en neurologie et en gériatrie, et le MoCA qui est plus habituel en pathologie neurologique. Donc tous ces outils sont nécessaires pour amener à une évaluation en termes des déficiences. Je reprends ma discussion. Voilà. Pour ce qui est des échelles de limitation d'activité, donc ce sont des échelles plus complexes qui ont évolué un petit peu avec le temps. Donc, on a l'échelle de Rankin dans l'évaluation globale du handicap, l'index de Bartel, qui a longtemps été le seul pour l'évaluation dans le cas des maladies neurologiques. On y associe maintenant la mesure d'indépendance fonctionnelle qui donne l'avantage sur le Bartel de s'intéresser à tout ce qui est cognitif. Donc, les items notamment de mémoire, de participation sont dans la MIF alors qu'elles ne sont pas dans le Bartel. La grille Agir, c'est une grille qui est utilisée en gériatrie. C'est la grille utilisée pour le suivi notamment des démences et qui va permettre de déterminer les aides qui vont être apportées aux patients dans cette situation. On a une échelle d'activité instrumentale de la vie pour les troubles cognitifs. Et puis, on a, pour ce qui est de la qualité de vie, 2 échelles que sont la SF36 et l'échelle HAQ. Voilà pour les échelles qui prédominent, je dirais, sur les évaluations d'activité. On a, en dehors de ces échelles qui sont génériques et qui ont donc l'avantage de pouvoir s'appliquer à un certain nombre de pathologies, des échelles plus spécifiques. Échelles spécifiques
avec quelques exemples. Alors, pour la lombalgie, on a une échelle française qui est l'échelle Eiffel, qui est une traduction d'une échelle américaine. On a un auto-questionnaire de Dallas. Pour la polyarthrite, on a une échelle, le DAS-28. Pour l'AVC, on a le NIHSS. Pour la sclérose en plaques, le DSS, le Diabetes Status Scale, qui va de 0 à 10. Et pour les lésions médulaires, on a le score ASIA de la société américaine qui s'occupe des paraplégies, qui intègre un score moteur et un score sensitif, chacun scoré de 0 à 100. Donc là, c'est important d'avoir la notion de ces échelles, et ça vous sera peut-être éventuellement posé sous forme de questions un petit peu de distraction. On risque de vous poser une question sur une échelle en vous faisant apparaître d'autres noms qui n'ont rien à faire avec la pathologie, sans entrer forcément dans les détails de l'échelle en question. Questions particulières sur ces items? Comme mon intervention va être courte, je vous propose surtout, s'il doit y avoir des questions complémentaires, de les formuler sur le forum qui me sera adressé et je vous y répondrai au plus vite sur ce qui sera présenté aujourd'hui et éventuellement s'il restait des questions non résolues au sein du programme concernant le module handicap. Alors, complications de décubitus, ça c'est un item important. La représentation que je présente et que je formule ici a pour but d'essayer de trouver un moyen mnémotechnique afin de ne rien oublier. Rien oublier dans les complications de décubitus, ça fait longtemps que dans le cours, moi je propose une évolution très disto-proximale. Donc on va partir plutôt du bas du tableau, avec les complications survenant chez quelqu'un qui est en décubitus dorsal en réanimation, hein, c'est le cas le plus fréquent. Donc, on va avoir les complications, un type d'escarpe, on va voir. Puis, on va s'intéresser aux membres. Au niveau de ce membre, très clairement, on va avoir une répercussion au niveau des structures musculo-squelettiques, donc la myotrophie, l'enraidissement de l'articulation, et pour l'os, l'immobilité va être responsable d'une ostéoporose avec une fuite calcique responsable d'une hypercalciurie. Et dans certains cas, essentiellement le sujet jeune, initialement sportif avec une atteinte motrice majeure type Guillain-Barré ou tétraplégie, on ira à une hypercalcémie d'immobilisation. Parmi les autres complications locales et régionales en remontant, on a bien évidemment la thrombophlébite. Donc ça, c'est un élément dont l'absence dans les complications de décubitus vaut 0 à la question. Thrombophlébite avec migration pulmonaire possible. On va avoir les complications neurologiques, dont il existe deux types. On a les complications de réanimation qui sont classiquement la neuropathie de réanimation. Ce sont des patients qui arrivent en réanimation pour une cause pulmonaire, par exemple, et qui vont développer une neuropathie axonale. Et puis, on a les complications tronculaires, c'est-à-dire de compression nerveuse au contact d'un plan dur que peut être le lit, que peut être une table de radiologie, que peut être un bloc opératoire. Et ces complications neurologiques touchent surtout au membre inférieur, le nerf sciatique avec un pied tombant par compression soit au niveau de la tête du péroné, soit derrière la tête fémorale. Juste un petit point d'actualité à ce niveau-là, du fait du Covid et de la ventilation des patients en réanimation, les techniques ont changé avec maintenant de la ventilation en décubitus ventral et on a vu apparaître de nouvelles complications de décubitus liées au décubitus ventral, cutanées qui restent rares, mais on a vu des escarres au niveau du front, par exemple, et au niveau des épaules, mais neurologiques, par contre, beaucoup plus fréquentes, et on a en particulier des complications à type d'étirement du plexus brachial. Donc ça, ce sont des pathologies qui n'avaient pas été décrites jusqu'alors, sauf quelques cas cliniques très isolés chez les patients, en particulier au bloc opératoire. Et on a vu et on voit dans les services de rééducation des patients avec des paralysies plexiques supérieures ou inférieures ou complètes, associées éventuellement à des atteintes tronculaires des membres supérieurs, telles que des paralysies cubitales. Donc je dirais que le champ des paralysies nerveuses s'est un petit peu étendu à la faveur de l'actualité du Covid. On continue à monter, on abandonne les segments de membres pour arriver à l'abdomen, donc on va avoir les complications urinaires, faites essentiellement de stase urinaire du fait de l'absence de sensibilité et de commande,
responsable de complications de deux types, soit des infections urinaires, soit éventuellement des lithiases. Lithiases favorisées par l'infection, mais éventuellement favorisées par des troubles métaboliques tels que l'hypercalciurie, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Sur le plan digestif, on aura un problème essentiel qui est la constipation, mais on aura également un reflux gastro-œsophagien favorisé par la position couchée, la position responsable éventuellement de fausse route et de bronchopneumopathie de déglutition, ce qui nous permet de faire la transition avec ce qui se passe au niveau thoracique. Donc, au niveau thoracique, on aura l'atteinte respiratoire faite d'encombrement favorisé éventuellement, on l'a dit, par le reflux gastro-œsophagien qui peut aller jusqu'à une bronchopneumopathie de déglutition avec catalectasie. On aura également les embolies pulmonaires par accident thromboembolique. On ira au niveau cardiaque, on aura un problème de désadaptation cardiovasculaire. Cette désadaptation se manifestant essentiellement par une tachycardie au repos tant que le patient est au décubitus. Puis, lors du redressement, on aura à ce moment-là d'autres phénomènes à type d'hypotension orthostatique qui pose le problème de la reprise de la position assise, puis après de désadaptation à l'effort et qui se manifestera là lors de la reprise de la marche et des activités de la vie quotidienne. Enfin, dernier point, les répercussions psychologiques qui sont habituelles dans ce genre de situation, d'autant plus que la réanimation aura été prolongée. Donc, c'est des manifestations anxio-dépressives liées à l'hospitalisation prolongée. Ça peut aller jusqu'à l'ulcère de stress à la phase initiale. Et puis, ces manifestations anxio-dépressives sont liées en général à cette période de perte de mémoire d'une partie de l'activité du patient qui est souvent mal vécue, très clairement, et qui pose beaucoup d'interrogations et qui nécessite éventuellement le prise en charge par une psychologue pour les patients qui sont en rééducation dans nos services et qui s'interrogent énormément sur ce qui a pu se passer pendant les mois où leur vigilance était diminuée. Alors, pour continuer sur les complications de décubitus et précisément sur les escarres, la classification, les facteurs de risque concernant les escarres sont connus. Globalement, ce sont des facteurs intrinsèques liés aux patients et des facteurs extrinsèques. Parmi les facteurs intrinsèques, donc, on a la diminution du débit circulatoire, des lésions préexistantes, la dénutrition, des troubles de la continence, des troubles de la sensibilité et de la motricité, l'état psychologique et l'âge du patient. Parmi les facteurs extrinsèques, c'est bien évidemment la durée et l'intensité de la pression exercée sur la zone cutanée, en l'occurrence, qui va être responsable de l'importance des escarres, avec un facteur favorisant en cas de friction, de macération et de cisaillement. À la limite, c'est moins grave de faire une pression purement perpendiculaire qu'une pression en type de cisaillement et de macération qui risque d'aggraver encore l'évolution de la lésion cutanée. Les escarres, vous le savez, sont classés en 4 stades. Le premier stade, c'est un érythème persistant, donc une hyperémie qui disparaît dans les minutes n'est pas une escarre. Par contre, une hyperémie qui persiste pendant plus d'une heure, très clairement, pourra déjà correspondre à un escarre de grade 1. Le grade 2, c'est une abrasion un peu plus profonde qui touche l'épiderme et qui approche le derme. Le niveau 3, la lésion touche à ce moment-là le derme et l'hypoderme. Et dans l'escarre de grade 4, on a une extension aux structures nobles sous-jacentes à travers la polynévrose des muscles vers les articulations et vers l'os avec des complications éventuellement infectieuses d'arthrite et d'ostéite qui en font toute la gravité. La prévention des escarres repose donc sur l'évaluation du risque, qui est très souvent dévolue aux équipes paramédicales, en particulier infirmières. On dispose d'échelles, telles que l'échelle de Norton et l'échelle de Waterloo, qui reprennent les facteurs de risque dont on a déjà parlé. Donc, dans les échelles, vous avez 5 facteurs de risque en général, avec une pondération un petit peu différente entre ces deux échelles, en fonction de la condition physique, de la condition mentale, de l'activité du patient, de sa mobilité, de l'existence d'une incontinence avec un score. Et en fonction des scores,
comme par exemple ici dans l'échelle de Norton, avec un score qui est sur 20, si le score devient inférieur à 16, on est à risque de développer une escarre, donc de 16 à 14, risque faible, après risque élevé de 13 à 12, puis risque très élevé en dessous de 11, ce qui va entraîner une prise en charge spécifique des patients qui associe le changement de position, l'utilisation de dispositifs tels que les matelas anti-escar et très rapidement la possibilité éventuellement de supprimer le décubitus dorsal en favorisant une position assise qui devra être surveillée également ou une verticalisation qui, en cas de déficit moteur, pourra se faire éventuellement par un plan incliné. Donc, il faudra prévenir les frottements, prévenir les phénomènes de cisaillement et de macération et assurer l'équilibre nutritionnel du patient, un type de prise en charge. Pour ce qui est des changements de position, très clairement, la recommandation pour les patients paraplégiques qui sont à les plus forts risques d'escar, c'est un changement de position toutes les 3 heures environ, afin d'éviter le décubitus dorsal avec les escars du sacrum en particulier. Mais par contre, il ne faut pas se tromper dans les positions. On a par exemple des escars du trochanter qui sont favorisés par des changements de position excessifs, puisque un changement de position pour un décubitus dorsal, c'est une position à 30 degrés d'inclinaison latérale et non pas à 90 degrés, puisque les trochanters étant fragiles, très clairement, en 3 heures de décubitus, vous êtes capable de déclencher un escar sur un trochanter. Donc il faut absolument que ces changements de position soient faits par une équipe rodée à la prise en charge des escars et de sa prévention. Alors, sur l'item technique principes et techniques de rééducation, très clairement, les protagonistes pour la rééducation et l'adaptation sont les médecins et beaucoup de professionnels qui sont regroupés en termes de professions paramédicales et autres professions. Donc, parmi les professions paramédicales, on a 6 professionnels: kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, orthoptistes, pédicure podologues. Donc, ils sont tous caractérisés par le fait d'être des professions paramédicales. On a également, parmi les professionnels qui peuvent s'associer aux équipes de rééducation, les psychologues et les neuropsychologues. Orthoprothésistes et podo-orthésistes sont des professionnels qui ne sont pas partie des professions paramédicales, mais qui s'associent à notre prise en charge par réalisation des aides techniques et des technologies telles que les corsets, par exemple, pour les orthoprothésistes et les chaussures orthopédiques pour les podo-orthésistes. Et les assistants sociaux contribuent également de façon extrêmement importante à la prise en charge des patients, on le verra, concernant les problèmes notamment financiers. Un résumé concernant la prescription de kinésithérapie. Très clairement, on doit figurer sur une prescription de kinésithérapie les coordonnées complètes du prescripteur, y compris l'immatriculation, le RPPS pour le médecin et le numéro de finesse de l'établissement de santé. Date, nom et prénom du patient et nature de la prescription, donc c'est acte de massokinésithérapie, associant ou pas balnéothérapie. Alors, on peut en kinésithérapie prescrire de 2 façons. Soit on fait comme pour toutes les autres professions, telles que l'orthopsie, par exemple, ou l'orthophonie, faire bilan et rééducation en massokinésithérapie. Et dans ces cas-là, il est nécessaire pour le kinésithérapie de faire un bilan et de faire un prévisionnel du nombre de séances qu'il renverra à la sécurité sociale. L'autre possibilité est d'être plus directif et de faire une prescription de 20 séances de rééducation du membre inférieur, par exemple, pour quelqu'un qui aurait un déficit dans le cadre d'un territoire sciatique paralysante, par exemple. Et ce sera au masseur kinésithérapeute de se plier au nombre et très clairement, il renverra au médecin au bout de 20 séances pour faire un renouvellement si besoin. On fait apparaître de façon non obligatoire les segments rééduqués, les objectifs principaux, les contre-indications. Là, c'est important parce que notamment dans la traumatologie, il peut y avoir des contre-indications de certaines activités physiques. Je vous rappelle que le renforcement musculaire, par exemple, si vous avez une lésion d'un tendon fléchisseur opéré, il n'y a pas d'activité motrice active pendant les 3 mois qui vont suivre. Donc, ça fait partie des choses que le médecin ou le chirurgien doivent faire figurer. Doivent figurer obligatoirement un certain nombre d'éléments qui interviennent dans la prise en charge et dans le remboursement des actes, tels que les actes faits à domicile, les actes faits en piscine et les actes faits dans le cadre d'une affection de longue durée ou d'un accident de travail qui doivent figurer tant que tels sur l'ordonnance des patients.
Les indications de la kinésithérapie restent extrêmement vastes, hein. Ça pourra faire l'objet éventuellement d'une question supplémentaire dans toutes les questions qui pourront avoir à faire avec les affections de l'appareil locomoteur, les affections neurologiques qui peuvent éventuellement faire l'objet de questions à l'ECN. Donc, les indications de la kinésithérapie, c'est la prise en charge de la douleur, la réduction de l'œdème, l'amélioration des amplitudes articulaires, le renforcement musculaire, l'amélioration de la colonne motrice, les modifications du tonus, les troubles de la sensibilité, les instabilités articulaires, avec là un programme à la fois de renforcement moteur, de travail de l'équilibre, par exemple. Ça peut être les différents troubles de la marche, la réadaptation à l'effort, et ça peut être certains aspects particuliers que sont la kinésithérapie respiratoire, la prise en charge des troubles vésico-sphinctériens, et la rééducation des membres supérieurs qui se fait soit en kinésithérapie, soit éventuellement en ergothérapie, comme on le verra tout à l'heure. Vous voyez que les indications sont vastes, mais une fois de plus, il importe de piloter la prescription de la kinésithérapie comme vous le feriez pour un médicament, c'est-à-dire partir d'une évaluation de vos déficiences et de vos incapacités, de faire un projet de rééducation avec le patient et avec le kinésithérapeute pour voir au terme de la prise en charge si les résultats, les objectifs sont obtenus, pour voir si on va renouveler ces séances de kinésithérapie ou si on va interrompre une fois le résultat obtenu ou une fois, je dirais, les choses stabilisées pour notre patient. Pour l'orthophonie, donc la même chose, enfin la prescription se fait la même chose. L'ordonnance se fait sous la forme bilan et prise en charge si nécessaire d'un trouble qui va être caractérisé. Donc ça peut être un trouble phonatoire, un trouble de la parole, un trouble du langage, un trouble cognitif, un trouble de la déglutition. Certains orthophonistes travaillent également sur la parésie faciale, certains kinés le font également, donc en fonction des réseaux que vous aurez pu établir, ça pourrait être alternativement ou au choix auprès d'un kinésithérapeute ou d'un orthophoniste que vous pourrez adresser un patient pour la rééducation d'une paralysie faciale. Concernant l'appareillage, puisque cet item apparaît au niveau de l'ECN, sachez qu'en France, on a un régime particulier de prise en charge de l'appareillage qui fait apparaître deux classes d'appareillage, le petit et le grand appareillage. Alors, une fois de plus, c'est toujours pour un problème de remboursement. Le petit appareillage, donc, c'est ce que vous allez chercher en pharmacie. Ce sont des orthèses en général de série qui sont à des tailles variables, donc des chevillères, des ceintures lombaires, des orthèses. C'est prescrit sur ordonnance simple, remboursé par la sécurité sociale sur la base de 60%, le complément par la mutuelle, en sachant que le prix est libre, donc il peut y avoir pour l'appareillage une variabilité suivant les officines. Le conseil toujours est de faire le tour des officines en fonction pour aller voir les prix proposés. C'est délivré par une pharmacie pour le petit appareillage global, quelquefois par une podo-orthésiste, mais assez moins souvent, mais ça peut l'être également. Par contre, le grand appareillage, ça, c'est le champ exclusif des orthoprothésistes. Donc, ce sont des dispositifs faits sur mesure, qui sont prescrits sur des ordonnances spéciales, faites par des médecins spécialistes, que sont les orthopédistes, les rhumatologues, les MPR, les neurologues, avec une prise en charge à 100% dans le cas des affections de longue durée. C'est le cas, par exemple, des corsets de scoliose et c'est le cas des chaussures orthopédiques avec un renouvellement qui sera fait en fonction de la croissance, par exemple, chez l'enfant. Alors, j'ai un certain nombre de questions sur ces questions d'appareillage. Première question, le kiné peut-il faire une demande d'entente préalable pour un fauteuil électrique? Alors, la réponse est non. Le fauteuil roulant électrique relève pour une première prescription d'une évaluation conjointe d'une équipe de rééducation incluant un médecin MPR et une ergothérapeute. Pour le renouvellement, l'ordonnance peut être faite par un médecin généraliste, mais ça reste du domaine médical. Il y a actuellement une commission qui est en cours, qui siège actuellement pour essayer de déroger à cette règle et de donner de plus en plus d'influence aux ergothérapeutes pour la prescription. Mais pour l'instant, la loi est encore celle-là, c'est une prescription conjointe médecin MPR et ergothérapeute. Le grand appareillage existe-t-il en série? Non, ce sont deux choses différentes. La série, c'est le petit appareillage. Par contre, on a par exemple au niveau de genoux, vous avez à la fois des genouillères qui sont du petit appareillage et des orthèses sur mesure qui sont du grand appareillage.
en fonction des indications qui seront les vôtres, vous aurez le choix de choisir pour des douleurs banales du genou, éventuellement avec un problème rotulien, une petite genouillère. Si vous avez par contre une instabilité post-traumatique d'un genou ligamentaire, vous ferez à ce moment-là une orthèse sur mesure par l'intermédiaire d'un grand appareillage. Le podo-orthésiste peut délivrer des chaussures orthopédiques, oui, c'est vrai, mais le podo-orthésiste, son champ est limité aux chaussures orthopédiques. Donc, il ne peut pas prescrire, lui, d'orthèse. Les orthèses relèvent de l'orthoprothésiste. Alors, on voit de plus en plus s'associer les deux professions. Dans certaines sociétés, très clairement, on peut avoir au même endroit et le podo-orthésiste et l'orthoprothésiste, en l'occurrence. Alors, jamais de grand appareillage pour les podo-orthésistes. Non, c'est faux, donc c'est du grand appareillage. Le grand appareillage, si le patient n'est pas à 100%, oui, alors ça pose problème. Le grand appareillage, globalement, il est pris en charge à 100% pour l'indication pour les patients en affection de longue durée. À partir du moment où les patients restent dans le régime maladie, très clairement, on reste à ce moment-là dans le régime maladie. Dans ces cas-là, c'est prise en charge sécurité sociale partielle et prise en charge mutuelle partielle également. C'est le cas, par exemple, du grand appareillage pour les orthèses de genoux, pour le genou traumatique, qui n'est pas pris en charge à 100%. Les matelas pour l'immédicalisé doivent-ils être obligatoirement achetés ou peuvent être loués? Ils peuvent les deux. Ils peuvent être achetés, ils peuvent être loués. C'est tout à fait possible de faire de la location également pour les dispositifs. En effet, les lits médicalisés, les aides à la verticalisation peuvent faire l'objet de location. Le kiné peut-il prescrire des orthèses semi-rigides ou articulées ou seulement souples? Il peut prescrire des orthèses de petit appareillage. Par contre, il n'a pas accès au grand appareillage. Donc, tout ce qui est dans le domaine petit appareillage peut être prescrit par le kinésithérapeute. Les chaussures orthopédiques sont du grand appareillage, oui. Les chaussures thérapeutiques du petit appareillage, c'est vrai. C'est pour ça que les podo-orthésistes font également éventuellement la distribution des chaussures telles que les semelles, les chupes et les chutes, dont on parle peu, qui sont des dispositifs, des chaussures de petit appareillage, donc de taille variable, très clairement, qui sont utilisées notamment pour les pieds sensibles. On utilise ça chez les patients diabétiques ou les patients avec des polyarthrites, par exemple. Le prix est fixé pour le grand appareillage. Oui, il y a un prix d'opposition, oui. Le petit appareillage peut être pris à 100% si ALD, non. Non, non. Même si vous êtes en affection à longue durée, le petit appareillage est soumis à la prise en charge de sécurité sociale et à complément par un mutuelle. Le petit appareillage de série peut être prescrit par les kinés. Oui, c'est vrai. Bien, je continue. Donc, prescription du grand appareillage, très clairement. On a dit que c'était l'affaire de spécialistes pour les orthèses sur mesure, pour les prothèses, pour les podo-orthèses. Donc, vous avez la liste des spécialistes susceptibles d'intervenir. Le renouvellement des fauteuils roulants manuels et des orthèses peut se faire par le médecin généraliste. On parle en effet de la première prescription. Les suivantes peuvent être faites à partir du moment où c'est renouvellement à l'identique, ça peut être fait par le médecin généraliste éventuellement. Et il y a une demande d'entente préalable pour le grand appareillage, absolument. Ce sont les documents que tous les médecins spécialistes ont à leur possession pour remplir cette feuille circa de la sécurité sociale. Bon, déjà Alors, mon intervention étant prévue sur 30 minutes, j'ai déjà rempli les 30 minutes. Il restait juste un point concernant les cures thermales, j'irai vite. Peut-être un petit point concernant le retour à domicile et les aides. Très clairement, les aides humaines et surtout l'importance de la NDPH. Très clairement, les aides dont bénéficie le patient pour le retour à domicile, ce sont les aides humaines, la rééducation, les aides techniques, les aides financières telles que l'allocation adulte handicapé, les pensions d'invalidité. Et il peut bénéficier, après avoir rempli un dossier NDPH, d'aides complémentaires telles que les cartes de stationnement et les cartes prioritaires. Les aides humaines, ce sont remboursés par l'assurance maladie les soins infirmiers, soit soins à domicile, soit dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou service de soins infirmiers à domicile.
Pour les moins de 60 ans, c'est la MDPH. Pour être MDPH, je vous rappelle qu'il faut avoir moins de 60 ans. Donc, on peut bénéficier de frais de prise en charge de la tierce personne à travers la PCH, prestataire complémentaire de handicap. Et on peut bénéficier également d'un suivi par le SAMSA. Les SAMSA sont des équipes mobiles qui sont des services d'accompagnement médico-social qui, en général, sont constitués d'une infirmière coordinatrice, d'une assistante sociale, d'une psychologue et qui sont susceptibles d'aider le patient dans toutes ses démarches au quotidien, en l'aidant éventuellement aux consultations et au suivi de sa prise en charge. Au-delà de 60 ans, c'est la tierce personne avec une prise en charge par l'APA et en fonction de la classification GIR de l'assurance maladie. Bon, bah, écoutez, j'ai fait 30 minutes. Je suis désolé, mais je dois m'arrêter là. Il reste un certain nombre de questions, je pense, sur les différents items. Donc, vous retrouverez sur Moodle l'ensemble de la communication. Et je reste à votre disposition par voie de forum pour répondre aux questions qui n'auraient pas été abordées lors de cette présentation ou qui vous poseraient encore problème au terme des différents enseignements qui vous ont été proposés. Voilà, je vais rendre la parole à l'intervenant suivant.